Donc, bonjour tout le monde. On va continuer avec le tissu nerveux et les muscles, le tissu musculaire et les muscles. Et cette fois-ci, on va voir la section 9.4 qui s'intitule Les neurones moteurs provoquent la contraction des myocytes squelettiques. Les objectifs d'apprentissage. À la fin de ce chapitre-là, de cette section, vous allez pouvoir détailler la structure de la jonction neuromusculaire, expliquer comment les myocytes se contractent en décrivant les événements qui s'y produisent. Et pour cela, OK, on doit passer par décrire les événements du couplage excitation-contraction et décrire les étapes du cycle des points d'union. Donc, on va commencer par une petite généralité avec une récapitulation pour que tout le monde soit exactement au même point. OK? Donc, rappelez-vous que les contractions du muscle squelettique sont volontaires. Donc, ils dépendent de la volonté. Supposons que vous décidez de saisir votre téléphone portable. Pour ce faire, vous allez devoir contracter votre biceps. Bon, pas que le biceps, bon. OK? Cette décision sollicite beaucoup de neurones dans votre cerveau, mais la contraction d'un muscle squelettique se résume à l'activation de quelques neurones moteurs se trouvant dans la moelle épinière. On se rappelle, les neurones moteurs, pour une partie se trouve dans la moelle épinière, pour les nerfs périphériques, et une autre partie se trouve dans le crâne pour les nerfs crâniens. Mhm. Ces neurones moteurs, c'est avec les neurones moteurs que le système nerveux relie les muscles squelettiques et leur ordonne de se contracter. Mhm. On dit que les muscles, les neurones et les myocytes sont des cellules excitables. Autrement dit, ils réagissent aux stimulus externes en changeant leur potentiel de repos de la membrane. Mais voilà comment ça compliqué. Rappelez-vous que toutes les cellules ont un potentiel de repos de la membrane, c'est-à-dire que leur membrane plasmique a un voltage. Ma construction, j'ai ça pour tous les muscles, pour toutes les cellules, pardon, en dedans cellules, c'est moins, c'est au dehors, membrane cellulaire, c'est plus. Donc, il est polarisé, OK? Et c'est pour ça que, il y a une différence de potentiel entre les deux. C'est ça. Et comme quand la cellule n'a pas bougé, pas fait rien, on appelle ça potentiel de repos. OK? Le potentiel n'a pas bougé, on peut le potentiel d'action. Donc, chaque variation importante du potentiel de membrane correspond à un signal électrique appelé potentiel d'action. C'est ça que je vais expliquer là. Parfois aussi, l'autre nom que l'on va c'est un flux nerveux qui se propage rapidement sur de longues distances dans la cellule. En général, ce signal ne passe pas directement d'une cellule à l'autre. C'est ça, nous parlons. Il doit plutôt être converti en un signal chimique, c'est-à-dire un messager chimique, et on va l'appeler neurotransmetteur. OK, donc il transmet l'ordre du nerf, neurotransmetteur. OK, donc appelé neurotransmetteur qui diffuse dans le petit espace séparant les cellules excitables. Sous l'effet de ce signal, ces cellules émettront un nouveau potentiel d'action et le propageront plus loin. OK, donc le neurotransmetteur et les neurones utilisent pour ordonner aux muscles électriques de se contracter. Le neurotransmetteur que les neurones utilisent pour ordonner aux muscles squelettiques de se contracter est l'acétylcholine ou ACH. Donc, enfin, il finit par une petite introduction plus ou moins expliquée par la pro. Donc, déjà, qui ça nous retenu, c'est que l'excitabilité ne va pas se retransmettre directement du neurone au muscle. OK? Parce que justement, nous parlons que le neurone n'a pas attaché, il n'est pas collé à muscle, qu'on espace que nous parlons qu'il y a les fentes synaptiques. Et pour que l'excitation du neurone, autrement dit, le potentiel d'action du neurone, pour le traverser sur la fibre musculaire, OK? Et ça va se faire par l'intermédiaire d'une hormone qu'on appelle le neurotransmetteur qui est l'acétylcholine. Ça, c'est la première phase. Après ça, on verra comment cette excitation va provoquer la contraction musculaire. Parce que pourquoi j'aime la contraction musculaire là. Et pour ce faire, nous avons deux types de canaux ioniques que l'on doit
se rappeler, pour que le potentiel de membrane change rapidement dans les neurones et les cellules musculaires, il faut que les protéines des canaux de la membrane, songez que et les pores, les pores de la membrane, ce sont en fait compte des protéines. OK? Il faut que les protéines des canaux de la membrane s'ouvrent et se ferment pour laisser passer certains ions. Et les ions, ça va traverser l'un bord, ils vont l'autre bord, ça va changer le voltage de la membrane. Pour ce faire, il y a deux classes de canaux ioniques qui jouent un rôle important dans l'excitation et la contraction du muscle squelettique. Premier type de canal qu'on a, alors, premier type de canaux, nous avons les canaux ligand dépendants. Ce sont des canaux ioniques, donc il n'y a que des ions qui passent là-dedans, sont des canaux ioniques dont l'ouverture dépend de la liaison d'un messager chimique, par exemple un neurotransmetteur. Donc, canaux ligand dépendants, il y a l'ouvrir fermé, mais il parle sous la dépendance d'un neurotransmetteur. Les canaux ioniques de cette classe créent des changements locaux peu importants dans le potentiel de membrane, comme nous le verrons plus loin. Donc, canaux ioniques, ça, il parle provoquer un petit changement de potentiel. Mais changement de potentiel, ça, OK, et l'IPAP gagner dans toute, il va exciter toute fibre musculaire. OK? Donc, les récepteurs de l'acétylcholine constituent un exemple de canaux ligand dépendant. Un récepteur de l'acétylcholine ou récepteur de l'ACH est une protéine qui se trouve dans la membrane plasmique et qui agit à la fois comme récepteur et comme canal ionique. Donc, je vous montre ça. Si vous avez le récepteur, OK? Et là, vous avez la membrane. Vous songez, membrane, c'est une bicouche de phospholipides, c'est remonté là, OK? Avec la partie hydrophile dehors, la partie hydrophobe à l'intérieur. Et pour que cette membrane plastique soit poreuse, on peut avoir des pores. Là, c'est un canal. C'est une protéine qui va jouer le rôle de pore. OK? Et l'activer simplement, c'est-à-dire que la l'ouvrir, protéine ça l'ouvrir, c'est si un messager chimique, comme le neurotransmetteur que nous avons, c'est acétylcholine, c'est l'embryon. Donc ça, c'est premier type de canal. Le deuxième type de canal, les canaux voltage dépendants, sont des canaux ioniques dont l'ouverture et la fermeture dépendent des variations du potentiel de membrane. OK? Ils sont indispensables. Donc, pour canaux ça, c'est charge électrique qui de part et d'autre de membrane qui va provoquer ouverture. OK? Ils sont indispensables à tous les potentiels d'action. OK, ça veut dire c'est lui-même qui va permettre que et potentiel là, il va gagner tout au cours de la membrane. Il va longer membrane, il va courir sous membrane. Donc, ils sont indispensables à tous les potentiels d'action. Dans les myocytes d'un muscle squelettique, OK, le changement initial du potentiel de membrane est créé par les canaux ligand dépendants. Donc, c'est les canaux ligand dépendants en quelque sorte sont stateurs. Puis, plus précisément, les canaux ligand dépendants vont provoquer une dépolarisation locale, ouais, stateur. OK? Une diminution du potentiel de membrane qui incite les canaux voltage dépendants à créer un potentiel d'action. OK? Donc, c'est le deuxième point que nous voyons la révision. Premier point que nous voyons, c'est que membrane là, il polarisé. Et deuxième point, nous déjà voyons que pour que dépolarisation fait créer le potentiel d'action qui plus tard va créer la contraction de la fibre musculaire, OK? Il faut premièrement que excitation arrive dans la jonction neuromusculaire là, OK? Mais pour que excitation arrive et transmette sur la fibre musculaire, ça doit se faire par un neurotransmetteur, OK, qui va ouvrir les canaux dépendants, qui même il va jouer le rôle de stateur pour l'influx nerveux, pour les potentiels d'action, mais qu'il y a pour la poursuite, pour qu'un potentiel d'action il court sous membrane là, OK, il faut les canaux voltage dépendants. Et même. Les canaux ligand dépendants, c'est lorsque on produit une protéine qui vient fixer sous les pour ici, c'est l'acétylcholine que on va l'ouvrir. Tandis que les canaux voltage dépendants, c'est lorsque
différence de potentiel, polarisation va changer lorsqu'il est induit par les canaux dépendants. Donc, yo-même, yo va continuer excitation, ok, parce que, justement, voltage a changé. Anatomie des neurones moteurs et de la jonction neuromusculaire. Donc, nous allons qui j'en ça constitué pour nous comprendre plus bien. Les neurones moteurs qui activent les myocytes squelettiques sont appelés neurones moteurs somatiques ou neurones moteurs du système nerveux somatique, c'est-à-dire volontaire. Ces neurones moteurs se situent principalement dans la moelle épinière, sauf ceux qui desservent les muscles de la tête et du cou qui se trouvent dans l'encéphale. Donc, moelle épinière, c'est pour les nerfs rachidiens, c'est ça? Tandis que tête et cou, c'est pour les nerfs crâniens. OK? Chaque neurone possède un long prolongement filiforme appelé axone qui s'étend du corps cellulaire situé dans la moelle épinière au myocyte qu'il dessert. Donc, conseillez-nous aller voir c'est quoi un neurone pour comprendre cette petite partie. OK? Les axones quittent la moelle épinière et se rendent regroupés en nerfs, le nerf rachidien, jusqu'aux cellules musculaires qu'ils desservent. À son entrée dans le muscle, l'axone de chaque neurone, OK? De chaque neurone moteur se divise en de nombreuses branches de façon à pouvoir desservir plusieurs cellules musculaires, donc plusieurs myocytes qui auraient le taux fibres musculaires. Lorsqu'il atteint un myocyte, chacune de ces branches se ramifie à leur tour en de multiples télodendrons, OK? Et qui sont les ramifications terminales. Un ensemble de télodendrons constitue une jonction neuromusculaire ou terminaison neuromusculaire reliée à un seul myocyte. Et ça, OK, c'est la figure 9.7. Donc, est-ce que nous là? Figure 9.7, donc premier bagage. OK, vous avez le neurone moteur qui se trouve dans la moelle épinière, le corps cellulaire reste dans la moelle épinière, il va former ce qu'on appelle la substance grise, OK, et vous avez un axonant qui va le sortir et va former des nerfs et qui va arriver à un muscle, OK, et donc l'axone va le bord plusieurs parties, OK, et c'est là nous arrivons. Donc, plusieurs parties qui auraient les télodendrons et plusieurs parties, et chaque partie par une ramification avec un corpuscule terminal qui aurait les télodendrons. Et où est ça? Mal garder là encore. Mal prononcé. La jonction musculaire est la région où le neurone moteur contacte le muscle squelettique. Elle comprend plusieurs corpuscules nerveux terminaux, OK, ou boutons terminaux, et les replis jonctionnels sous-jacents du sarcolème. Donc, mais nous gagnons plusieurs parties ici. Donc, c'est bien télodendron, c'est bien ça. OK, donc on va continuer. Donc, chaque myocyte ne possède qu'une seule jonction neuromusculaire. C'est ça, on montré sous schéma. Ça, ce sont des myocytes, et ouais que pour chaque myocyte, on a une seule jonction neuromusculaire. Chaque télodendron d'une jonction neuromusculaire porte à son extrémité un corpuscule nerveux terminal qui a la forme d'une protubérance aplatie où sont logées les vésicules synaptiques. Et c'est quoi les vésicules synaptiques? Petits sacs membraneux contenant un neurotransmetteur, l'acétylcholine ACH. On revient sur le schéma. OK? On y a eu agrandi télodendron, et puis ouais que, en fait, compte, à l'extrémité du télodendron, on partie aplatie, OK? Qui est le corpuscule nerveux terminal. Et là-dedans, qui sont pas jeunes, bon, on va jeunes des vésicules contenant l'acétylcholine. OK? Voilà. Un corpuscule nerveux terminal peut renfermer 300 vésicules synaptiques.
chaque vésicule comprenant elle-même 10 000 molécules d'acétylcholine. Bon. Le corpuscule nerveux terminaux et le myocyte sont très proches l'un de l'autre, mais ils sont séparés par un espace de 50 à 80 nanomètres appelé fente synaptique. Cette fente est remplie d'une substance gélatineuse extracellulaire riche en glycoprotéines et fibres collagène. On est dans le schéma. Et nous voyons bien, ça c'est la partie du myocyte, ça c'est la partie du neurone. Vous voyez qu'ils n'ont pas collé, ils ont bien séparé par la fente synaptique. La partie du sarcolemme, donc ça, jusqu'à présent, nous pouvons arriver dans le myocyte, nous étions dans le neurone. Maintenant, nous allons qui ça, partie à qui dans le sarcolemme, de qui ça le forme, la partie du sarcolemme, du myocyte, qui forme un creux, où se retrouve la jonction neuromusculaire, présente de très nombreux plis. OK? Jean Léo, ces replis jonctionnels ou fentes synaptiques secondaires accroissent donc la superficie de la région où le neurone rejoint le myocyte. Alors cette région-là, de la partie du sarcolemme, va s'appeler plaque motrice, dans laquelle se trouvent des milliers de récepteurs membranaires. Et voilà, on retrouve ici nos replis. Donc là, nous avons le neurone du côté du myocyte, nous avons les replis jonctionnels du sarcolemme qu'on retrouve ici. Okay, donc c'est de ça qu'il a parlé. Et ça augmente la surface en contact avec le bouton terminal, le corpuscule nerveux terminal du neurone. En somme, la jonction neuromusculaire est constituée par l'extrémité d'un neurone, OK, le corpuscule nerveux terminal, et d'une partie de cellules musculaires, les replis jonctionnels, séparés par la fente synaptique. OK? Et ça forme, vous avez ici, tout ça, OK? Mis ensemble, la partie vont former justement la jonction. OK? Qu'on appelle la partie qui est au niveau de la fibre musculaire, s'appellera plaque motrice. Bon. Maintenant, on va donner un petit résumé. La figure d'un fossette représente l'essentiel d'une contraction musculaire et la divise en 4 séries d'étapes. OK? Et nous parlerons de ça une après l'autre. Donc, premièrement, vous avez événement de la jonction neuromusculaire. Qui ça a passé dans la jonction neuromusculaire? OK? Le neurone libère de l'acétylcholine qui stimule le myocyte squelettique, ce qui provoque une dépolarisation locale, OK, qui est donc une diminution du potentiel de membrane appelé potentiel de plaque. OK, c'est la plaque, normalement, c'est la plaque ici, la plaque motrice. Donc, c'est normal que le potentiel de plaque. C'est ça qui passe, les événements qui se passent à la jonction neuromusculaire. Après ça, qui ça va lier? Événement de la jonction neuromusculaire va provoquer l'excitation du myocyte. Le potentiel de plaque, OK, qui est déclenché par les canaux, qui est développé par les canaux ligand dépendants, OK? Donc, le potentiel de plaque déclenche un potentiel d'action qui longe tout le sarcolemme, OK? Et après ça, nous allons voir couplage, excitation, contraction. Donc, excitation du myocyte, OK? Les stats là de l'excitation, le début, c'est avec le canot et ligand dépendant et la retransmission de ce potentiel de plaque qui va devenir un potentiel d'action, c'est grâce au canot voltage dépendant. Et qui ça va provoquer l'excitation du myocyte? Il va provoquer le couplage excitation. Donc, il va ouvrir la contraction musculaire de la fibre nerveuse et maintenant, on va voir comment l'excitation va provoquer la contraction et ça crée le couplage, excitation, contraction. Heureusement, nous avons un paquet de Zoom 2, Zoom 3 qui permettent de comprendre ça bien. Et en plus, OK, on aura les vidéos.
Donc, le potentiel d'action qui longe, ouais, ça longe le sarcolème grâce à l'action des canaux voltage dépendants. Donc, le potentiel d'action qui longe le sarcolème se propage ensuite dans les tubules transverses et provoque la libération de calcium par les citernes terminales du réticulum sarcoplastique. On se rappelle? Donc, ça forme ouais, schéma pour nous comprendre ça. OK? Le calcium est le déclencheur final de la contraction. Il est le messager interne qui fait la liaison entre le potentiel d'action et la contraction. Donc, c'est grâce au calcium que euh, excitation va agir sur la contraction musculaire. Parce que là, nous causons la contraction de la fibre musculaire. Parce que nous causons arriver la contraction fibre musculaire. OK? Sous l'action de l'union du potassium, sous l'effet de l'union du potassium et de la troponine, OK, on- les sites de liaison à la myosine présents sur l'actine se découvrent. Parce que nous sommes, on montre un petit barre jaune qui découvre. Se découvre, ce qui permet aux têtes de myosine de se lier à l'actine. Et en dernier, cycle des ponts d'union. OK, le muscle se contracte grâce à la répétition de ce cycle d'étapes qui provoque le glissement des myofilaments les uns sur les autres. OK? Donc, nous avons quatre parties ça que vous mettez là, que vous montrez. Donc, un, à la jonction, qu'est-ce qui se passe? Le neurone moteur lance un potentiel d'action qui se propage dans l'axone. Lorsque il arrive au niveau du terpuscule nerveux terminal du neurone, ça va libérer l'acétylcholine. Donc, nous avons toutes les vésicules là qui, waouh, et par exocytose appelée acétylcholine. Acétylcholine, qui ça va le faire? Elle se lie au récepteur situé, où il y a nos deux côtés musculaires, par les replis jonctionnels du sarcoïdème, ok, et la liaison de l'acétylcholine va provoquer ouverture, ok, et donc la dépolarisation locale appelée potentiel de plaque, ok. Ensuite, deux, excitation du myocyte, la dépolarisation locale déclenche le potentiel d'action. Donc là, ici, on a le potentiel de plaque, et puis, on a le potentiel d'action, ok, dans le sarcoïdème adjacent. Couplage, excitation, contraction. Le potentiel d'action se dépasse le long des tubules. OK? Le réticulum sarcoplastique va libérer du calcium qui va se lier à la troponine. OK? Les sites de liaison de la myosine, sites actifs sur l'actine, sont exposés parce que la troponine va provoquer l'ouverture ou bien le démasquage des sites d'action. Les têtes de myosine se lient donc à l'actine et cycle de pont et cycle d'union amorce la contraction. OK? Donc, on commence par le premier bagage qui c'est événement à la jonction neuromusculaire. OK? Et il dit nous pour nous 9.1 zoom 9.1 d'abord. C'est ça nous va le faire. Nous là pour le comprendre. OK? Donc, 9.1, c'est bien ça. Et c'est écrit les événements se produisant à la jonction neuromusculaire. Quand un potentiel d'action atteint une jonction neuromusculaire de l'acétylcholine est libérée. Quand elle se lie au récepteur du sarcolème, l'acétylcholine provoque un changement dans la perméabilité du sarcolème qui génère une variation de potentiel de membrane. Et vous avez le schéma qui vous montre le potentiel d'action qui arrive, OK? Et il va produire des événements à la jonction neuromusculaire. Événement ça, nous parlons de préférence dans la vidéo. Allez. Donc, la contraction musculaire, partie 1, les événements à la jonction neuromusculaire.
Et voilà. Donc, nous va une chanson, nous. Parce que normalement, moi-même, pas de chance ça. C'est professeur qui a écrit bagaille sur tableau. Bon, façon. OK. Donc, et c'est ça que nous voyons. Étape un, potentiel d'action atteint le télodendron et le corpuscule nerveux. Ceci va provoquer l'ouverture, OK, des canaux voltage dépendants, OK, et le calcium va rentrer en dans la vésicule là, corpuscule là, OK. Donc, le calcium entre dans le corps nerveux, dans le corpuscule nerveux terminal, OK, puisqu'il se déplace en suivant un gradient de concentration. Ça veut dire que il y a plus calcium dehors qu'en dedans, donc depuis ça l'ouvrit, hop, il rentre. OK? Et que va provoquer le calcium? L'entrée du calcium, OK, va provoquer justement la libération d'acétylcholine, OK, qui est un neurotransmetteur par exostose, sorti. Il se retrouve dans la fente synaptique maintenant. L'acétylcholine diffuse dans la fente synaptique et se lie au récepteur du sarcolemme, qui ça va provoquer l'ouverture du canal ionique dans la membrane postsynaptique et la circulation des ions. Donc, la liaison d'acétylcholine provoque l'ouverture des canaux ioniques qui pénètrent, qui permettent le passage d'ion sodium vers l'intérieur du myocyte et de potassium vers l'extérieur. Mais il n'est pas fait dans les mêmes proportions. Il y a beaucoup plus d'ions sodium qui entre que d'ion potassium qui sort. Donc, à ce moment-là, membrane-là, qui était moins, il va avoir tendance à plus, ce qui produit une variation locale du potentiel de membrane appelé potentiel de plaque. Jusqu'à présent, et dépolarisation, c'est au niveau de la plaque. Maintenant, qu'arrive-t-il à l'acétylcholine? La dégradation enzymatique de l'acétylcholine par l'acétylcholinestérase dans la fente synaptique, OK, ainsi que sa diffusion hors de la jonction, mettent fin aux effets de ce neurotransmetteur. Donc là, nous avons vu ce qu'on appelle les événements se produisant à la jonction neuromusculaire. OK?
Donc, les événements qui surviennent à la jonction neuromusculaire entraînent, on se répète, une variation du potentiel de membrane qui rend l'intérieur du sarcolemme moins négatif. On dit qu'il se dépolarise. Cette dépolarisation locale est appelée potentiel de plaque parce qu'il est provoqué par la plaque, mais c'est pas propagé, lequel se propage au sarcolemme adjacent et déclenche un potentiel d'action qui, lui, va se propager. Aussitôt après s'être lié au récepteur de l'acétylcholine, il va être dégradé par l'acétylcholine estérase. OK? Une fois l'acétylcholine détruite, la contraction du myocyte cesse et ne peut avoir lieu de nouveau en l'absence de stimulation nerveuse. Par la suite, les constituants de l'acétylcholine, OK, la choline et l'acide acétique, OK, se retournent à l'intérieur de la terminaison axonale et reforment de l'acétylcholine. Rien ne se perd, rien ne se crée. Hein, ça dit. Donc, ça, c'était le zoom 9. On continue. Le zoom 9, bon, ouais. Les événements se produisent dans la jonction, mais on comprend toutes les parties qui sont là-dedans. OK. Déséquilibre homéostatique, la myasthénie. De nombreuses toxines, drogues et maladies peuvent perturber les événements qui se déroulent à la jonction neuromusculaire. Par exemple, la, la myasthénie de A sans et sténos force, donc muscle sans force, est une maladie auto-immune, qui sa maladie auto-immune veut dire, dans laquelle le système immunitaire de l'organisme s'attaque à ses propres cellules. OK? Donc, c'est une maladie auto-immune qui détruit les récepteurs de l'acétylcholine dont le nombre devient insuffisant. Clinique, manifestation clinique, elle se manifeste par la chute des paupières supérieures, ce qu'on appelle l'aptose ou même ptosis. OK? L'aptose des paupières. La perception de deux images pour un seul objet, parce que la coordination au niveau des yeux n'arrive pas bien à se faire, ce qu'on appelle la diplopie. Une difficulté à mastiquer, à avaler et à parler, ainsi qu'une faiblesse et une fatigabilité musculaire. Le traitement consiste à administrer des immunosuppresseurs et des produits qui inhibent l'action de l'acétylcholinestérase, qui est justement cette enzyme qui va dégrader l'acétylcholine. Donc, maintenant, on va voir, on a vu ce qui se passait au niveau de la jonction des événements. Maintenant, comment on va voir la production du potentiel d'action de part et d'autre du sarcolemme. OK? Comment est-ce que ces vésicules d'acétylcholine, avec le passage des ions, vont provoquer le potentiel d'action? Maintenant, examinons de plus près les événements électriques qui déclenchent un potentiel d'action le long du sarcolemme. OK? Donc, notez au niveau de la plaque motrice. On va voir ce qui se passe, comment ça va se aller le long du sarcolemme. Au repos, OK, le long du sarcolemme. Comme toutes les membranes plasmiques des cellules, le sarcolemme au repos est polarisé. Ainsi, un voltmètre indiquerait qu'il y a une différence de potentiel en voltage, donc de part et d'autre de la membrane, et que l'intérieur de la cellule est négatif par rapport à la surface extérieure de la membrane. OK? Le potentiel d'action lui-même est le résultat d'une suite prévisible de phénomènes électriques qui, une fois déclenchés, se propagent sur toute la longueur du sarcolemme. Le déclenchement et la propagation d'un potentiel d'action se font en trois étapes. Production du potentiel de plaque, dépolarisation du potentiel de plaque, repolarisation. Et tout ça, on va voir dans la figure 9.8. OK? Tandis que la figure 9.9 montre un tracé des variations de potentiel de membrane qui en résultent. OK? Donc, figure 9.8. 1. La génération du potentiel de plaque à la jonction neuromusculaire. OK? Le potentiel de plaque provoque une vague de dépolarisation qui se propage au sarcolemme. Donc, c'était la même chose qu'on a eu là, sauf qu'il a ajouté sous schéma. OK? Là, nous arrivés là. Et on n'avait pas encore la dépolarisation. Donc, dans un schéma ça, qu'est-ce qu'on fait? On vous montre la dépolarisation qui a pour conséquence d'aller agir sur le myocyte. OK, ça va se propager sur la membrane du myocyte. C'est ça que je vous montrer. Le potentiel de plaque provoque une vague de dépolarisation qui se propage au sarcolemme adjacent. Et là, on va avoir l'action des canaux. OK, la dépolarisation, c'est génération et propagation du potentiel d'action.
OK? Si vous regardez bien, vous voyez que là, à l'intérieur de la cellule, c'est couleur ça, c'est plus, à l'extérieur, c'est moins. Alors que ça aurait dû être le contraire. OK? Ça aurait dû être comme ça. Donc là, vous avez la dépolarisation. Et il peut aller tout au long de la membrane du sarcolème. OK? Donc, la dépolarisation du sarcolème entraîne l'ouverture des caillots sodium voltage dépendant qui permet l'entrée du sodium suivant son gradient électrochimique. Cela permet l'entrée du sodium suivant son gradient électrochimique. OK? Une fois qu'un certain voltage est atteint dans la membrane, et lors du gradient électrochimique, ça veut dire que potassium est positif et avant, en dans la membrane, il était négatif. Donc, le positif est attiré par le négatif à l'intérieur. Et comme un paquet de sodium qui rentre, il va changer signe membrane. Donc, la fin par fin positif, c'est ce qu'on appelle la dépolarisation. OK? Une fois qu'un certain voltage est atteint dans la membrane, un potentiel d'action est généré, donc amorcé. Le potentiel d'action se propage, c'est ça que le mot de flèche là, se propage et s'étend aux régions adjacentes du sarcolème. Donc, l'ouverture de leur canaux sodium. Donc, quand ça se propage, automatiquement, les autres canaux à sodium qui sont là vont s'ouvrir. OK? Il se répand dans toutes les directions du sarcolème, comme un caillou que on a jeté dans l'eau, produit des zones dans toutes les directions. Bon, ça c'était la dépolarisation, mais maintenant la repolarisation. Retour du sarcolème à son état initial. Ça veut dire que moins en dedans, plus dehors. La vague de repolarisation se produit dans les canaux à sodium, se produit quand les canaux à sodium se ferment, ils sont désactivés. Donc, le petit bout là, pop, qui vient fermer. Et que les canaux à potassium voltage dépendant s'ouvrent. Donc, potassium non va sortir, il va être attiré par la négativité qu'on avait ici. OK? C'est ça que dit voltage dépendant. OK? Donc, étant donné que la concentration en potassium est nettement plus élevée à l'intérieur de la cellule que dans le liquide extracellulaire, il va aussi, le potassium, diffuser rapidement hors du myocyte. On monte là. OK? Ce qui rétablit la charge négative habituelle. Et ça, on peut le voir sur un tracé. Ici, potentiel de repos, c'est moins 80 millivolts. OK? L'ouverture des canaux à potassium provoque la diminution de la négativité de la membrane. OK? Une fois que le franchit 0, c'est important, il vient dépolariser. Donc, à partir de là, il commence, il plus là, il était moins, et puis, il est là, il 0. Là, il vient plus, donc c'est ce qu'on appelle une dépolarisation. À plus millivolts, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la fermeture des canaux à sodium. Et ça, ceci va provoquer l'ouverture des canaux à potassium. Et qu'est-ce qu'on remarque? OK, vous avez la repolarisation où la membrane recommence à être négative à l'intérieur. Donc, du moment qu'elle traverse 0, on va parler de repolarisation. Même chose, je parlé de polarisation, du moment qu'elle dépasse 0, donc l'Elvin inférieur à 0, la repolarisation, qui elle-même va provoquer à 80 millivolts la fermeture des canaux à potassium. OK? Donc, côté OK? Donc, pendant la repolarisation, on dit que le myocyte est en période réfractaire parce qu'il ne peut plus être stimulé tant qu'il n'est pas entièrement repolarisé. Remarquez que la repolarisation ne se rétablit que remarquez que la repolarisation ne rétablit que l'état électrique propre à la phase de repos. La pompe sodium-potassium qui utilise l'ATP rétablit, donc c'est une pompe, c'est un truc actif, rétablit les concentrations ioniques de la phase de repos. C'est-à-dire que
aucune repolarisation, mais la quantité de sodium et de potassium pour gain de chaque côté de la membrane, l'hypoco retourner à la normale. Pour cela, il vous faut les pompes à sodium, ok? C'est donc une diffusion active qui vont utiliser l'ATP, de l'énergie. Ça va rétablir les concentrations ioniques de phase de repos. Il y a beaucoup plus de sodium à l'intérieur, beaucoup plus de potassium à l'extérieur. Mais des milliers de potassium d'action peuvent se produire avant que le déséquilibre ionique qui caractérise la dépolarisation n'entrave l'activité contractile. Une fois amorcé, le potentiel d'action ne peut être arrêté. Il mène à la contraction de la cellule musculaire. Bien que le potentiel d'action dure quelques millisecondes seulement, ok, la phase de contraction du myocyte peut durer 100 millisecondes ou plus, c'est-à-dire beaucoup plus longtemps que le phénomène électrique il a déclenché, parce qu'il faut beaucoup plus de temps pour transporter activement, on verra ça, ok, les ions calcium vers l'intérieur du réticulum sarcoplasmique que pour les faire ressortir de celui-ci. Donc, c'était la production du potentiel d'action. Et maintenant, comment est-ce que cette production de potentiel d'action va provoquer euh, le potentiel d'action au niveau de la membrane du sarcolemme? C'est ce qu'on appelle le couplage excitation-contraction et comment il va provoquer la contraction de la fibre musculaire. Le couplage excitation-contraction est la succession d'événements par laquelle le potentiel d'action transmis le long du sarcolemme provoque le glissement des myofilaments. OK? Étant très bref, le potentiel d'action prend fin bien avant que le moindre signe de contraction se manifeste. Comme nous allons le voir, le signal électrique n'agit pas directement sur les myofilaments. Il provoque plutôt une augmentation de la concentration intracellulaire d'ion calcium, cette concentration, donc laquelle déclenche une séquence d'événements qui aboutissent au glissement des filaments. Et pour cela, on doit avoir le zoom 9.2. Le zoom 9.2, c'est le couplage excitation-contraction. Et heureusement, il y a encore une vidéo. Voilà.
Donc, on va revoir ça avec le schéma. Donc, nous sommes à la partie excitation, couplage, OK, excitation, contraction. Donc, l'influx nerveux en rouge arrive dans les vésicules, dans le corpuscule, et ça va provoquer la dépolarisation de plaques au niveau de la jonction myo-neurale. OK? Cette dépolarisation de plaques, OK, va, va se gailler sur la membrane, sur le sarcolème, OK? Et le sarcolème, OK, il est réduit par des tubules transverses, tubules T, OK? Et tubules T, ça, lie entre deux citernes. Donc, citernes et tubules T forment les fameuses striades. Et le passage de l'influx nerveux dans le tubule T va provoquer au niveau est-ce que vous là, va provoquer au niveau des tubules T l'ouverture de canal ionique. Et comme tubule T est chargé à calcium, calcium ça va gailler dans la fibre musculaire. OK? C'est ce qu'on appelle le couplage excitation-contraction. OK? Donc, sur le illustre les étapes de ce mécanisme. Cette rubrique indique également comment les protéines intégrales de tubule T et des citernes terminales dans la triade interagissent pour fournir le calcium nécessaire à la contraction. Mais nous, pourquoi j'aime la contraction jusqu'à présent? OK? Lorsque le potentiel d'action du muscle prend fin, les protéines voltage dépendantes du tubule reprennent leur forme initiale, ce qui provoque la fermeture des canaux du réticulum sarcoplasmique, assurant la libération du calcium. Les concentrations du calcium, puisque il n'y a pas qu'à sortir, ça va diminuer, OK, à mesure que les ions calcium retournent par transport actif. Donc, il va demander ATP dans le réticulum sarcos, RS. Sans ces calcium, nous songez, la tropomyosine reprend à nouveau son rôle inhibiteur. Pourquoi c'est songé tropomyosine, c'est une ligne jaune qui te vient cacher les sites actifs, OK, et que l'on retrouve dans l'actine. Donc, OK, bloquant l'interaction actine-myosine, le myocyte se relâche. La séquence des événements constituant le couplage excitation-contraction, suivi d'une chute de la concentration des ions calcium, se répète chaque fois que le signal nerveux atteint la jonction neuromusculaire. Bon, maintenant, nous parlons arriver là. OK? C'est comment maintenant est-ce que on va voir ce glissement des fibres d'actine et myosine qui vont provoquer la contraction du myocyte. Donc, la contraction du myocyte, pour ça, on va voir activité des ponts d'union. Nous avons indiqué plus haut que la formation des ponts d'union nécessite la présence d'ions calcium. Voyons de plus près comment les ions calcium favorisent la contraction, pardon, des cellules musculaires. Lorsque la contraction intracellulaire du calcium est faible, la cellule musculaire reste au repos parce que le complexe troponyme-tropomyosine s'interpose. Pas besoin un peu, il y a une vidéo pour ça. S'interpose entre les têtes de myosine et les sites actifs de liaison à la myosine de l'actine. OK? Lorsque leur contraction augmente, les ions calcium vont se fixer au site de régulation de la troponine. Deux ions calcium doivent se lier à une molécule de troponine pour la faire changer de conformation et ainsi déplacer la tropomyosine vers l'intérieur du sillon situé entre les deux filaments enroulés en hélice de l'actine, loin des sites de liaison de la myosine. En présence de calcium, le masque produit par la tropomyosine, parce que c'est caché, donc on va voir ça dans le schéma, est donc levé dès que les sites de liaison de l'actine sont exposés. Les événements du cycle des ponts d'union se succèdent rapidement, comme l'illustre le zoom 9.3 sur le cycle des ponts d'union. Le cycle des ponts d'union se répète. À chaque cycle, la tête de myosine se déplace d'un autre pas
en s'attachant à un site d'actine situé plus loin sur le filament mince. Le glissement des filaments minces continue, tant que le signal calcique se poursuit et qu'il y a suffisamment d'ATP. OK? Cette progression, pas à pas, des têtes de myosine sur les filaments minces adjacents ressemble au mouvement d'un mille-pattes. Ce cycle se répète à plusieurs reprises pendant la contraction. Théoriquement, il pourrait se dérouler autant de fois qu'il y a de têtes de myosine par filament épais et pour chacun des 6 filaments d'actine entourant la myosine. Cependant, un certain nombre de têtes de myosine, les pattes demeurent en contact avec l'actine, le sol, de sorte que les filaments d'actine ne peuvent retourner en arrière. Comme la longueur des muscles diminue habituellement de 30 à 35% entre l'état de repos et la contraction, chaque tête de myosine se lie à l'actine et s'en détache un grand nombre de fois au cours d'une même contraction. Il est probable que la moitié seulement des têtes de myosine d'un filament épais exercent leur force de contraction au même instant. Les autres cherchent au hasard leur prochain site de liaison. OK? Et dès que les ions calcium sont libérés du réticulum sarcoplasmique, les pompes à calcium, toujours pour retourner au pied du réticulum, se remettent à récupérer les ions calcium du cytosol à mesure que la contraction diminue. Le calcium se détache de la troponine. Celle-ci change de nouveau sa forme et la tropomyosine revient bloquer les sites actifs de l'actine. La contraction prend fin, le muscle se relâche et les filaments reprennent leur position initiale. Lorsque le cycle des ponts d'union se termine, les têtes de myosine demeurent dans leur configuration de haute énergie, c'est-à-dire dressées, OK, comme on va le voir dans le zoom 9.3. C'est l'étape 4, prête à se lier à l'actine lorsque parviendra le muscle, au muscle le signal commandant une nouvelle contraction. 2 minutes. Donc, en dehors du bref instant qui suit l'excitation de la cellule musculaire, la concentration du calcium dans le cytosol est presque trop faible pour être détectable. Si les potentiels d'action se succèdent très rapidement, les bouffées successives de libération du calcium du réticulum sarcoplasmique provoquent une forte augmentation de la concentration intracellulaire en ion calcium. Dans ce cas, les myocytes ne se détendent pas complètement entre les stimulus successifs. La contraction est donc plus intense et se poursuit jusqu'à la fin de la stimulation à l'intérieur de certaines limites naturellement. Donc, on nous pourra regarder ce qui se passe grâce au zoom 3. Et en plus, pour comprendre le zoom, c'est le zoom 2, le zoom 3 est ici. OK, la suite du zoom 2. Voilà. Donc, nous avons que il était égaré là. Bon vidéo que me pas ouais, contact c'est partie 2. Eh ben, quand je vais notre vidéo, bon, moi, si c'est ça. Non, c'est pas ça. Ça, c'est excitation. Ah, ici. Donc, donc, nous avons que calcium là, dans ça. Nous avons calcium là, t'es gaillé en dans myocyte là. OK? Et qui ça va le passer? OK?
Donc, le couplage excitation, il va le gagner. Donc, nous arrivons là. Et lorsque calcium a gagné, qu'on y a, il va provoquer la contraction des fibres musculaires. Qui, genre, nous songeons que nous avons un filament d'actine, mais les sites actifs du filament d'actine, les viennent cachés par la tropomyosine. Et qui ça qui est des tropomyosines, ça a été en place, c'est la troponine. Lorsque deux atomes de calcium viennent fixer sur la troponine, ils vont changer forme, OK, et automatiquement, le filament de tropomyosine va le déplacer et ça va libérer les sites actifs de l'actine. Et sites actifs, ça étant libéré, on va pouvoir avoir des ponts d'union, OK, entre la myosine et l'actine. C'est ça vous montrer là. Et pour mieux comprendre ça, OK, donc ça se fait, la tête de la myosine va pouvoir bouger grâce à l'ATP, OK, et ainsi il va coller, décoller et faire avancer, Jean Flèche a montré là, OK, avancer la fibre. Et nous avons, voilà, notre animation qui nous montre ça.
OK, donc on est sauvé par la vidéo. Parce que sans la vidéo, nous pas jamais qu'à comprendre ni trop bien. OK? Donc, c'est ça qu'on nous montre avec ces schémas-là. OK? Qui fait que tes temps viennent bouger. Et, OK. Et ça nous permet de comprendre maintenant la rigidité cadavérique. Bon, regardez, c'est pas bien rien. Bon. Pour qui ça, le hormone mori, les vignes raides. La rigidité cadavérique, encore en latin, rigor mortis, illustre bien le fait que c'est l'ATP qui permet le détachement des têtes de myosine. La plupart, la plupart des muscles commencent à durcir 3 ou 4 heures après la mort. Donc, on voit un film qui dit oui, la rigidité cadavérique, donc on estime que l'heure du crime, c'est 3, ça fait 2 heures ou bien 4 heures de temps parce que il commence à devenir rigide. La rigidité atteint un maximum après 12 heures, donc ça sert dans la médecine légale. OK, puis diminue à peu près un peu à peu pendant 48 heures, 48 à 60 heures suivantes. Les cellules qui meurent ne peuvent plus exécuter de transport actif pour se débarrasser du calcium, dont la concentration est normalement plus élevée dans le liquide interstitiel. L'afflux de calcium dans les cellules musculaires entraîne la formation de ponts d'union entre la myosine et l'actine. Cependant, peu de temps après l'arrêt de la respiration, la synthèse ATP ne peut plus se faire, donc elle prend fin, et le détachement des têtes de myosine devient impossible. L'actine et la myosine sont désormais liées de façon irréversible, ce qui provoque la rigidité cadavérique qui disparaît lorsque le corps commence à pourrir, donc qui disparaît lorsque les protéines musculaires se dégradent quelques jours après la mort. Et voilà, on a fini pour cette section-là. On a été sauvé par les schémas et par les vidéos. Sinon, franchement, même moi-même, pas compris qui j'aime t'avoir expliqué nous ça. OK, donc au revoir et à la prochaine vidéo.